As-tu déjà remarqué que dans les moments où nous avons le plus besoin de force, nous finissons par dépenser notre énergie pour ce qui compte le moins? Nous défendons des opinions qui ne changent rien. Nous accumulons des distractions. Nous repoussons des décisions, comme si le lendemain nous était garanti. Mais c'est justement quand nous nous sentons mal et tristes que nous devons le plus nous rappeler. Il existe en nous un pouvoir que personne ne peut nous voler. Imagine te réveiller avec la fermeté de celui qui gouverne sa propre pensée, qui décide comment réfléchir, comment ressentir et comment agir, sans se laisser entraîner par le bruit extérieur ou par les attentes des autres. Pense à une journée où chaque réponse naît de la clarté et du but, et non d'impulsions passagères. Les stoïciens ont prouvé que cela est possible. Ils ont découvert que le véritable ordre commence à l'intérieur et que le chaos s'infiltre lorsque nous ignorons l'essentiel. C'est comme laisser la porte de l'âme ouverte en pleine tempête. Tôt ou tard, le désordre prend toute la place. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons stoïciennes qui peuvent te rendre à nouveau la clarté, la force et la direction. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je recommence. C'est le symbole de ta décision de ne pas abandonner, de commencer à vaincre de l'intérieur. Leçon 1. L'illusion que le bonheur viendra frapper à votre porte. L'une des erreurs les plus communes et silencieuses, c'est de croire que le bonheur arrivera quand quelque chose à l'extérieur changera. Nous pensons, quand j'aurai ce travail, je me sentirai bien. Quand je rencontrerai la bonne personne, je serai heureux. Quand les choses s'aligneront, ma vie s'améliorera. Et pendant ce temps, nous traitons le présent comme une salle d'attente où rien d'important ne se passe. Le problème, c'est que cette attente vole de l'énergie, de la clarté et de la paix. Vous livrez votre bonheur à l'avenir et, bien souvent, à des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. C'est comme donner les clés de votre maison à un étranger et espérer qu'un jour il les rende. Les stoïciens ont perçu ce piège il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle n'a pas attendu un monde sans guerre pour ressentir la paix. Il a écrit ses réflexions au milieu des camps militaires, entouré d'incertitudes. Épictète n'a pas attendu d'être libéré pour vivre dans la sérénité. Il a découvert que sa véritable liberté se trouvait dans ses propres pensées. Sénèque n'a pas attendu un empire juste pour vivre avec intégrité. Il a agi selon ses principes, même face à l'exil et aux menaces. Ils avaient tous compris que le bonheur n'est pas une récompense que l'on reçoit, mais un état que l'on cultive chaque jour. Si vous placez votre joie entre les mains de facteurs externes, vous devenez l'otage du hasard. Quand elle dépend de vous, naît la liberté de bien vivre en toutes circonstances. Pensez-y. Combien de fois avez-vous obtenu quelque chose que vous croyiez porteur d'un bonheur durable, et peu après, vous êtes revenu au même état émotionnel qu'avant? Ce n'est pas un échec personnel, c'est l'adaptation hédonique, la tendance à s'habituer rapidement, même aux meilleurs changements. La solution? Ne pas attendre le scénario parfait. Commencez dès maintenant, choisir chaque jour quelque chose qui est sous votre contrôle et agir en accord avec vos valeurs. Cela peut être remercier pour ce que vous avez déjà, résoudre un problème avec calme, investir du temps dans ce qui vous rapproche de vos objectifs ou simplement vous arrêter pour respirer en conscience. Voilà l'essence de l'amor fati. Aimer la vie non seulement pour ce qui est agréable, mais aussi pour ce qui vous défie et vous façonne. Cela ne veut pas dire se résigner aux injustices, mais vivre pleinement tout en travaillant à améliorer ce qui peut l'être. Le présent est le seul lieu où vous pouvez agir. Chaque moment passé à attendre est un moment perdu. Alors, changez de question. Au lieu de « que dois-je conquérir pour être heureux ?», demandez-vous « que puis-je faire maintenant pour vivre en accord avec ce que je valorise ?» Le bonheur n'est pas une promesse pour l'avenir. C'est une œuvre que vous construisez instant après instant. Aujourd'hui, choisissez un acte conscient qui aligne votre vie avec ce qui compte pour vous. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie vous sourie pour décider de lui sourire en retour. Leçon 2. Le mythe de la motivation qui ne s'épuise jamais. Nous vivons dans une culture qui idolâtre la motivation comme si elle était le carburant essentiel de toute réussite. Le problème, c'est qu'elle est inconstante, qu'elle monte et descend comme la marée, et que, si vous dépendez d'elle pour agir, vous passerez plus de temps immobile qu'en mouvement. Combien de fois avez-vous déjà dit ou entendu « Je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas motivé ». Cela sonne comme une excuse acceptable, mais dans la pratique, cela signifie que vous remettez votre vie entre les mains de quelque chose d'instable,
que vous ne contrôlez pas. Les stoïciens l'avaient compris, Marc Aurèle par exemple, n'attendait pas de ressentir l'envie pour prendre des décisions qui concernaient tout un empire. Épictète n'attendait pas l'inspiration pour enseigner, même en vivant comme esclave. Sénèque n'interrompait pas sa pensée philosophique, faute d'élan face au danger. Il savait que ce qui soutient des résultats durables n'est pas la motivation, mais la discipline. La motivation est comme le vent. Elle peut vous pousser en avant, mais si elle s'arrête, vous dérivez. La discipline est le gouvernail solide qui maintient la trajectoire, même lorsqu'il n'y a aucun vent. Agir uniquement lorsque l'on est motivé, c'est de la procrastination déguisée. Agir parce que vous avez décidé d'agir, c'est de l'autocontrôle. La discipline n'est pas une rigidité aveugle, c'est une constance intelligente, savoir ce qui est important pour vous et rester fidèle à cela, indépendamment de l'humeur ou des circonstances. Et il existe des pratiques simples pour la cultiver. La première est la préparation mentale quotidienne. Avant de commencer la journée, visualisez les obstacles qui peuvent surgir et décidez comment vous allez réagir. Marc Aurèle faisait cela pour ne pas être pris par surprise et garder ses principes intacts. La deuxième, fixez 3 actions non négociables. Avant de vous coucher, écrivez 3 choses que vous allez accomplir le lendemain, quoi qu'il arrive. Elles seront vos ancres, lorsque tout semblera chaotique. Et la troisième, la préméditation des difficultés, commencez à anticiper les excuses et les imprévus. Si vous avez prévu de courir, imaginez qu'il puisse pleuvoir, que la paresse puisse vous gagner ou que le travail puisse interférer. Ainsi, lorsque cela arrivera, vous aurez déjà une réponse prête. Ces pratiques éliminent la dépendance à la motivation et renforcent la confiance en soi. Parce qu'à chaque fois que vous accomplissez ce que vous aviez promis, même sans en avoir envie, vous prouvez que vous pouvez compter sur votre propre parole. Le plus curieux, c'est qu'en agissant sans attendre la motivation, elle commence à apparaître plus souvent. Non pas comme une condition préalable, mais comme une conséquence. Bien souvent, c'est l'acte de commencer qui réveille l'énergie, et non l'inverse. La vérité est simple. Nous sommes définis bien plus par les habitudes que nous répétons que par les émotions passagères que nous ressentons. La discipline est le pont entre ce que vous dites vouloir et ce que vous faites réellement. Et la traverser chaque jour, même les jours difficiles, c'est construire une vie guidée par un but et non par des caprices. N'attendez pas de vous sentir prêt. Agissez et la préparation viendra ensuite. Leçon 3. L'énergie invisible de celui qui vit l'instant. L'un des grands paradoxes de la vie moderne est que nous cherchons plus d'énergie pour affronter la journée, mais nous en gaspillons une grande partie dans des lieux où nous n'avons aucun pouvoir, dans le passé et dans l'avenir. L'esprit revit des discussions anciennes, s'accroche à des erreurs qui ne peuvent plus être corrigées ou se perd à imaginer des problèmes qui peut-être n'arriveront jamais. Chaque saut mental vers ce qui est déjà passé ou vers ce qui n'est pas encore arrivé consomme de l'énergie. C'est comme essayer de remplir un verre percé de plusieurs trous, vous y versez de l'eau, mais il ne se remplit jamais. Les stoïciens savaient que le seul endroit où nous pouvons agir, c'est le présent. Marc Aurèle rappelait que l'homme ne vit que cet instant. Le passé et l'avenir sont hors de portée directe. Épictète disait « Nous ne pouvons pas changer ce qui est déjà arrivé, ni contrôler ce qui viendra. » Cela ne signifie pas ignorer la mémoire ou la planification, mais ne pas sacrifier la paix en essayant de refaire hier ou de contrôler demain. Quand vous êtes physiquement présent mais mentalement ailleurs, vous cessez de profiter de ce que vous avez devant vous. C'est comme être à un banquet et passer le temps à regarder la porte, sans goûter au plat. La vie ne s'accumule pas pour plus tard, elle se vit maintenant. Pour retrouver l'énergie qui est cachée dans le présent, il n'est pas nécessaire de tout changer dans votre vie, mais de changer la façon dont vous vous reliez au temps. 3 pratiques simples aident. D'abord, la pause consciente. Avant de réagir de façon automatique ou de laisser l'esprit vagabonder, arrêtez-vous quelques secondes. Respirez lentement. Sentez l'air entrer et sortir. Ce geste simple coupe la dispersion et vous ramène à l'instant présent. Ensuite, l'attention à l'instant. Ouvrez vos sens à ce qui se passe. Remarquez la lumière qui entre par la fenêtre, le son autour de vous, la température sur la peau. Sénèque conseillait de vivre avec attention même les moments les plus simples, car aucun d'eux ne reviendra. Et troisièmement,
Vivre la journée comme une unité complète au réveil, demandez-vous, si c'était mon dernier jour, comment le vivrais-je? Il ne s'agit pas de penser à la mort, mais de filtrer ce qui est vraiment important et de ne pas gaspiller d'énergie avec ce qui n'a pas sa place aujourd'hui. Quand vous vous ancrez dans le présent, l'énergie qui semblait rare commence à se multiplier, non pas parce que la journée gagne des heures supplémentaires, mais parce que vous cessez de les gaspiller dans des batailles qui n'existent que dans votre tête. Le passé devient professeur, non prison, l'avenir, carte, non prison, et le présent, le seul sol fertile pour agir. Commencez petit. En vous lavant les mains, sentez l'eau. En buvant, savourez le goût. En marchant, écoutez vos pas. Ces instants conscients se relient et créent un fil de présence qui soutient votre journée. L'essentiel ici n'est pas d'ajouter davantage de choses à votre vie, mais de retirer ce qui la fragmente. Il ne s'agit pas de transformer chaque moment en quelque chose d'extraordinaire, mais d'y être entièrement présent. L'énergie cachée dans le présent n'est pas libérée par de grands gestes, mais par une attention continue qui empêche l'esprit de fuir là où il n'a rien à faire. Si auparavant nous avons vu que la discipline vous maintient sur le chemin même sans motivation, ici nous découvrons que la présence est ce qui maintient votre énergie. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il se passe quoi que ce soit dehors pour y accéder. Elle est disponible maintenant. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que la journée vous épuise, arrêtez-vous, respirez et regardez autour de vous. Rappelez-vous, ce qui est passé ne peut plus vous toucher. Ce qui viendra n'existe pas encore. Le seul pouvoir que vous avez est dans cet instant, et c'est en lui que votre énergie se renouvelle. Leçon 4. Quand la douleur enseigne plus que n'importe quelle victoire, toute tristesse n'est pas une ennemie. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à sourire, même lorsque l'âme est fatiguée, et qui nous fait croire que toute ombre émotionnelle est un signe de faiblesse. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Même les émotions les plus lourdes peuvent être des maîtres déguisés. La tristesse, par exemple, peut avoir deux visages. Le premier est celui de la tristesse toxique, celle qui ne bouge pas, qui répète sans cesse les mêmes pensées, qui rouvre la blessure sans chercher à la comprendre. C'est un cercle fermé, comme s'asseoir devant une porte verrouillée en espérant qu'elle s'ouvre seule, alors que la clé est suspendue à votre cou. Cette tristesse aspire l'énergie et paralyse l'action. Le second visage est celui de la tristesse utile, celle qui ne nie pas la douleur, mais qui ne l'idolâtre pas non plus. Elle éclaire ce qui a été brisé, montre ce qui doit être ajusté et invite à changer de direction. C'est comme le phare qui, au cœur de la nuit, ne sauve pas le navire à lui seul, mais montre la voie pour éviter les récifs. Marc Aurèle, face à la perte et à la pression de gouverner un empire, ne prétendait pas qu'il ne ressentait pas la douleur. Il l'écrivait, il y réfléchissait et la mettait en perspective. Épictète, qui a affronté l'esclavage et la maladie, enseignait que ce qui nous blesse n'est pas seulement le fait en lui-même, mais le jugement que nous portons sur lui. Sénèque conseillait de vivre de telle manière que, lorsque la douleur viendrait, nous soyons préparés non pas à l'éviter, mais à en extraire un sens. Les stoïciens considérèrent la tristesse comme un messager, non comme un tyran. Ils demandaient « Que veux-tu me montrer ?» Cette question exige de l'honnêteté. Parfois, la tristesse révèle que nous sommes prisonniers d'un attachement excessif, d'attentes irréalistes ou de quelque chose que nous avons réellement perdu et qui nous invite maintenant à la gratitude pour ce que nous avons vécu. Un outil puissant pour cela est la vision d'en haut. Imaginez que vous observez votre vie comme si vous voyiez une ville depuis les airs. Les problèmes paraissent de plus petits, non pas parce qu'ils ont cessé d'importer, mais parce que vous les voyez dans le contexte plus vaste de votre histoire. Ce qui aujourd'hui semble immense, dans 5 ou 10 ans pourra ne se révéler qu'un chapitre, et non pas tout le livre. Lorsqu'une relation se termine, par exemple, la tristesse toxique répète sans fin ce qui aurait pu être. Mais la tristesse utile montre où vous devez renforcer votre vie pour qu'elle ne dépende pas totalement d'une autre personne. Elle enseigne votre capacité d'aimer et l'importance de vous aimer vous-même. Cette tristesse n'est pas confortable. Elle ne berce pas, elle réveille. C'est comme une pluie froide qui nettoie la poussière accumulée. Elle est inconfortable, mais elle purifie. Les stoïciens traversaient cette émotion avec courage, certains que, de l'autre côté, ils trouveraient plus de clarté et de force.
Vous pouvez pratiquer cela avec un exercice simple. Écrivez, avec clarté, ce que vous ressentez et d'où vous croyez que cette tristesse vient. Ensuite, demandez-vous, si cette tristesse était une professeure, quelle leçon chercherait-elle à m'enseigner? Puis, appliquez la vision d'en haut et imaginez comment vous verrez ce moment dans quelques années. Cette perspective rend les choses proportionnées et empêche la douleur d'envahir tout. La tristesse, sous le regard stoïcien, n'est pas un défaut du système, c'est une fonction vitale. La nier, c'est perdre une occasion d'apprentissage. S'y accrocher, c'est s'emprisonner. Le chemin consiste à marcher avec elle le temps nécessaire pour apprendre, puis à la laisser suivre son cours. Reconnaître la sagesse cachée dans la tristesse est un acte de respect de soi. Cela signifie accepter que la vie n'est pas linéaire ni toujours lumineuse, et que même les saisons les plus grises préparent le sol à la floraison. Comme l'a dit Marc Aurèle, la nature ne fait rien sans but. La prochaine fois que vous sentirez ce poids dans la poitrine, ne soyez pas pressé de l'expulser. Asseyez-vous avec lui, demandez-lui ce qu'il veut vous montrer. Peut-être que cette tristesse n'est pas une ennemie, mais une alliée silencieuse, forgeant la clarté, l'humilité et la force dont vous aurez besoin demain. Leçon 5. La liberté d'accepter ce qui ne peut pas changer. Il existe une fatigue qui ne se voit pas dans les yeux, mais qui épuise tes forces de l'intérieur. Lutter contre ce qu'il n'est pas en ton pouvoir de changer. C'est la résistance inutile, cette obstination à croire que si nous insistons assez, le monde finira par s'adapter à nos attentes. Les stoïciens savaient que ce combat est l'un des plus grands voleurs d'énergie, parce qu'il nous attache à ce que nous ne contrôlons pas et nous éloigne de ce que nous pouvons vraiment influencer. Accepter ce qui ne peut pas être changé, ce n'est pas renoncer, ni se contenter de peu. C'est choisir où investir ton temps et ta force pour qu'ils portent des fruits. Épictète expliquait cela avec l'image d'un chien attaché à une charrette. Le chemin est inévitable. Le chien peut planter ses pattes et se faire traîner en souffrant ou marcher à côté de la charrette et avancer avec fluidité. La charrette, ce sont les circonstances hors de ton contrôle. Toi, tu es le chien. Le choix t'appartient. Marc Aurèle appelait cela « amor fati », aimer le destin. Cela ne signifie pas aimer tout ce qui arrive, mais trouver dans chaque situation, même la plus difficile, une occasion de pratiquer la patience, le courage ou la créativité. Le stoïcisme résume cette idée dans la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de toi, tes actions, tes choix, tes attitudes, et des choses qui n'en dépendent pas. L'opinion des autres, le passé, le climat, le hasard. L'erreur est de gaspiller ton énergie dans le second groupe. Une pratique simple. Le matin, regarde ta journée et identifie ce qui est et ce qui n'est pas sous ton contrôle. Si quelque chose est sous ton contrôle, agis. Si ce ne l'est pas, lâche la corde et avance. Cela préserve ton énergie pour ce qui compte vraiment. C'est comme fermer un robinet invisible par lequel tes forces s'échappaient. L'acceptation n'est pas la passivité, c'est l'intelligence. C'est comme un artiste qui, au lieu de se plaindre de la pluie, peint avec la lumière qu'il a. Ou un entrepreneur qui, au lieu de maudire le marché, trouve un nouveau créneau. La prochaine fois que tu ressens de la frustration, demande-toi « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, marche aux côtés de la charrette. Tu découvriras que la véritable liberté n'est pas de tout changer, mais de changer la manière dont tu vis ce que tu ne peux pas changer. Leçon 6. Quand le défi devient élan. Marc Aurèle a écrit « Ce qui empêche le chemin devient le chemin ». Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est un principe puissant du stoïcisme. Cela signifie que ce qui semble freiner votre progression n'a pas besoin d'être la fin de la route. Cela peut en réalité devenir une partie essentielle de votre parcours. Pour les stoïciens, les obstacles n'étaient pas des ennemis, mais des matières premières pour la croissance. Marc Aurèle a gouverné au milieu des guerres, des épidémies et des trahisons. Épictète est né esclave et a affronté des limitations physiques. Sénèque a fait face à l'exil et à des menaces constantes. Aucun d'eux n'a nié les difficultés, mais tous les ont utilisées comme entraînement pour l'esprit et pour le caractère. Un obstacle, pour eux, est comme le poids que l'athlète soulève. Ce n'est pas quelque chose à éviter, mais ce qui développe la force nécessaire pour avancer. Si la route était toujours droite et sans défi, nous ne créerions jamais les muscles intérieurs qui soutiennent notre vie quand la tempête arrive.
La première étape pour appliquer cela est de changer la question. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demandez « Qu'est-ce que je peux faire de cela ?» Ce simple changement vous sort du rôle de victime et vous place dans le rôle d'architecte de votre propre réponse. L'énergie qui auparavant allait vers la plainte commence à être canalisée vers l'action. Regardez l'exemple de Thomas Edison. En 1914, un incendie a détruit entièrement son usine. Au lieu de se lamenter pour des années de travail perdu, il a dit à son fils « Toutes nos erreurs ont brûlé cette nuit. Demain, nous recommençons. » Cette attitude est profondément stoïcienne, voir dans le désastre une occasion de recommencer plus léger et plus clair. En pratique, il est possible d'entraîner cette capacité. Les stoïciens utilisaient l'adversité volontaire. Ils passaient des périodes sans luxe, dormaient sur des surfaces dures ou pratiquaient le jeûne. Ce n'était pas la souffrance pour la souffrance, mais pour se rappeler qu'ils étaient capables de vivre sans confort et que des obstacles inattendus ne les paralyseraient pas. Vous pouvez appliquer cela de façon simple, en affrontant un retard, utiliser le temps pour améliorer un processus ou apprendre quelque chose de nouveau. Ou bien, lorsqu'un plan échoue, chercher quelle compétence ou quelle stratégie peut être renforcée grâce à ce contretemps. Tous les obstacles ne révèlent pas immédiatement leur côté positif. Certaines pertes ont besoin de deuil avant d'apporter des leçons. Le stoïcisme n'exige pas de sauter par-dessus la douleur, mais rappelle que tôt ou tard, vous pouvez choisir si cette expérience va vous briser ou vous façonner. Au bout du compte, vivre ainsi, c'est transformer la vie en un atelier continu. Chaque contretemps devient un outil supplémentaire pour votre croissance, et quand vous regardez en arrière, vous réalisez que ce n'était pas une collection d'interruptions, mais un parcours cohérent, où chaque obstacle a servi à construire qui vous êtes. La prochaine fois que vous sentirez que quelque chose bloque votre chemin, souvenez-vous, ce qui aujourd'hui ressemble à un mur peut être le tremplin qui va vous mener plus loin. Dans le stoïcisme et dans la vie, ce n'est pas l'absence d'obstacles qui nous renforce, mais la manière dont nous les utilisons pour avancer. Leçon 7. Le paradoxe de trouver de la force dans la vulnérabilité. Nous vivons dans un monde qui confond souvent la force avec l'invulnérabilité. Mais dans le stoïcisme, la véritable force ne vient pas de faire semblant que rien ne nous atteint. Elle vient de la reconnaissance de nos limites et de l'apprentissage d'agir à partir d'elles. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une conscience. C'est la lucidité de se regarder sans masque et de savoir où se trouvent de nos fissures afin de pouvoir les renforcer. Il existe une vulnérabilité toxique. Cette exposition indiscriminée, qui cherche l'approbation, transfère la responsabilité émotionnelle et épuise autant celui qui parle que celui qui écoute. C'est tout ouvrir sans discernement, uniquement pour obtenir un soulagement momentané, sans véritable apprentissage. Et il existe une vulnérabilité saine, sélective et consciente. Elle commence par reconnaître nos fragilités pour nous-mêmes et seulement ensuite les partager dans des environnements de respect mutuel, où il peut y avoir apprentissage, soutien ou croissance. C'est un outil, pas un fardeau. Les grands stoïciens ne se cachaient pas derrière une image de perfection. Marc Aurèle écrivait sur ses propres faiblesses et ses luttes intérieures avec la colère, l'impatience et la vanité. Épictète parlait ouvertement des limitations imposées par sa condition physique et par son passé d'esclave. Sénèque admettait ses peurs et ses passions qu'il devait encore dominer. Cette honnêteté ne diminuait pas leur force, elle les rendait plus humains et plus crédibles. Accepter nos vulnérabilités nous libère également de l'épuisement de maintenir une façade parfaite. Feindre une force constante est insoutenable et crée de la distance avec les autres. Reconnaître ce que nous ne maîtrisons pas nous connecte avec la réalité et nous permet d'agir avec plus de précision. 3 étapes pratiques aident à transformer la vulnérabilité en force. D'abord, un auto-examen honnête. Réservez des moments pour identifier ce qui vous rend incertain ou déséquilibré. Demandez-vous, cette peur est-elle réelle ou n'est-ce qu'une projection? Ensuite, demandez de l'aide avec un but, partagez seulement avec ceux qui peuvent comprendre et contribuer. Ce n'est pas dépendre, c'est collaborer. Et enfin, la sélectivité. Tous ne sont pas prêts à recevoir votre vulnérabilité de manière constructive. Choisissez bien avec qui vous partagez vos vérités. La vulnérabilité saine est comme l'entretien d'un pont. Reconnaître où il y a de l'usure
et renforcer avant que cela ne devienne un point de rupture. Faire semblant que rien ne va mal est le vrai risque, parce que cela empêche d'agir à temps. Le paradoxe est simple. Plus vous connaissez vos vulnérabilités, moins elles vous contrôlent. Elles cessent d'être des menaces cachées et deviennent des éléments que vous apprenez à intégrer dans votre façon de vivre. Trouver de la force dans la vulnérabilité, c'est savoir ouvrir la porte quand il le faut et la fermer quand il est prudent. Ce n'est pas vivre sans mur, c'est savoir où et quand ils doivent être. Et cette conscience engendre une sécurité qui ne dépend pas de paraître inébranlable, mais de la confiance que même vos fissures peuvent soutenir votre force. Leçon 8. La puissance de vivre en accord avec ses valeurs. Il existe une énergie qui ne dépend ni du café, ni de quelques heures de sommeil en plus, ni des éloges extérieurs. Ce n'est pas la motivation passagère ni l'enthousiasme qui apparaît seulement quand tout va bien. C'est une force silencieuse et constante qui naît lorsque ce que vous pensez, dites et faites est aligné avec les valeurs que vous considérez vraiment essentielles. Quand il y a cette cohérence, la vie s'écoule. La fatigue émotionnelle diminue, les doutes deviennent plus clairs et les décisions plus fermes. C'est comme si l'esprit et le cœur cessaient de se saboter et commençaient à ramer dans la même direction. Marc Aurèle disait que l'usure ne vient pas de l'effort d'agir, mais du frottement intérieur de vivre à l'encontre de sa propre nature, c'est-à-dire à l'encontre des principes qui définissent qui vous êtes. C'est comme marcher avec un caillou dans la chaussure. Vous avancez quand même, mais chaque pas enlève un peu de votre force. Pour accéder à cette source inépuisable, la première étape est d'identifier vos vraies valeurs. Pas celles que la société attend, ni celles qui sonnent bien en public, mais celles qui, si elles étaient violées, vous feraient sentir que vous vous êtes trahi. Cela peut être l'honnêteté, la liberté, le respect, la justice. Chacun a son noyau. Et le découvrir exige une introspection honnête, sans influences extérieures. La deuxième étape est de vivre ces valeurs au quotidien. C'est là que la plupart s'arrêtent, car savoir ne suffit pas, il faut agir. Cela signifie dire non à une opportunité lucrative qui contredit votre éthique, ou maintenir votre position dans une conversation difficile, même si cela coûte en popularité. Chaque fois que vous choisissez d'agir de manière cohérente, vous renforcez votre estime de vous-même et votre sens du but et, avec eux, votre énergie vitale. Les stoïciens avaient une habitude puissante, l'examen de cohérence. À la fin de la journée, ils révisaient leurs paroles, décisions et réactions pour voir si elles étaient alignées avec leurs principes. Ce n'était pas une autocritique destructrice, mais un ajustement de cap, comme un navigateur qui corrige sa route pour ne pas s'éloigner de sa destination. Un autre point essentiel est de décider en fonction des valeurs, et non seulement des émotions. Les émotions changent vite. La colère peut vous pousser à rompre votre engagement envers la prudence, la peur à refuser une opportunité qui représente votre valeur de croissance. Les valeurs sont des boussoles qui fonctionnent même en pleine tempête. L'énergie qui découle de cette cohérence est unique. Ce n'est pas un pic qui disparaît, mais un flux constant qui se renouvelle chaque fois que vous agissez en harmonie avec ce en quoi vous croyez. Même dans les jours difficiles, elle vous maintient en mouvement car vous ne luttez pas contre vous-même. Pour commencer aujourd'hui, notez vos 5 valeurs essentielles, révisez vos décisions récentes et voyez si elles sont alignées avec elles. Et, avant de prendre une décision importante, demandez-vous: cela renforce-t-il ou trahit-il mes valeurs? L'incohérence use plus que n'importe quel effort physique. De petites trahisons intérieures, répétées au fil du temps, vident la vitalité. En revanche, chaque acte congruent redonne plus d'énergie que celle que vous avez dépensée pour le réaliser. Le stoïcisme ne promet pas l'absence d'obstacles, mais il garantit qu'avec votre boussole intérieure, même les plus grandes épreuves seront affrontées avec plus de force. Car l'intégrité intérieure est une énergie durable, et dans un monde fatigué de vouloir plaire à tout le monde, vivre ainsi est l'un des choix les plus libérateurs que vous puissiez faire. Leçon 9. Le courage d'être vulnérable. Reconnaître la vulnérabilité est un acte de profonde honnêteté. C'est admettre que nous ne contrôlons pas tout, que nous pouvons être blessés, qu'il y aura des jours où nous nous sentirons perdus. Mais c'est aussi affirmer que, même dans ces conditions, nous pouvons grandir, apprendre et servir. La véritable force ne naît pas du déni de nos fragilités, mais de leur intégration. C'est construire une base solide qui inclut à la fois ce que nous avons de ferme
et ce qui est encore fragile, et transformer cela en carburant pour vivre avec plus de clarté et de présence. Le stoïcisme ne se mesure pas à la beauté des paroles, mais à la cohérence de celui qui les vit. Et c'est là que réside votre rôle, peu importe où vous en êtes maintenant. Il y a toujours quelque chose qui peut être ajusté, un geste, un choix, une pensée, pour vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. La vie n'attend pas que nous soyons prêts, mais elle est toujours disposée à se transformer si nous le sommes. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous avez seulement besoin de la disposition à faire le prochain pas avec dignité, conscience et une sérénité qui ne dépendent pas de ce que le monde offre, mais de ce que vous cultivez en vous. Leçon 10. Le secret d'utiliser la gratitude comme un pouvoir. La gratitude est l'une de ces vertus sur lesquelles tout le monde s'accorde, mais toute gratitude n'est pas la même. Il existe la gratitude superficielle, qui se résume à des phrases toutes faites et à des merci automatiques, même lorsque, à l'intérieur, nous sommes frustrés. Et il existe la gratitude toxique, qui tente de justifier des abus, de minimiser des injustices ou de nier sa propre douleur, comme si remercier signifiait tout accepter passivement. Les stoïciens pratiquaient un autre type, la gratitude stratégique. Elle n'ignore pas les difficultés, mais elle ne les laisse pas non plus dominer. C'est regarder le tableau complet, la lumière et l'ombre, et reconnaître que même dans des terres arides, il existe des graines utiles, si nous savons les chercher. Marc Aurèle, par exemple, inscrivait dans ses méditations toutes les personnes de qui il avait appris quelque chose, y compris celles qui lui avaient donné de mauvais exemples. Il valorisait autant ceux qui montraient le bon chemin que ceux qui montraient ce qu'il fallait éviter. La gratitude stratégique n'est pas passive. Elle est active et consciente. Elle ne sert pas à justifier l'injustifiable, mais à extraire de la valeur même des expériences les plus dures. C'est la capacité à reconnaître des ressources cachées dans les difficultés, à transformer la douleur en leçon et l'échec en carburant pour continuer. Pratique pour la cultiver. D'abord, un catalogue personnel de bénédictions, un inventaire dynamique qui inclut aussi bien de grandes réussites que de simples détails qui composent ton réseau invisible de soutien. Ensuite, la gratitude pour le contraste, comme disait Sénèque. Sans le froid, nous n'apprécierions pas la chaleur. Sans la maladie, nous ne valoriserions pas la santé. Le contraste donne de la profondeur à la vie. Et enfin, utilise la gratitude inversée. Imagine vivre sans quelque chose qui te paraît aujourd'hui banal. L'eau potable, l'électricité, la capacité de marcher. Rien qu'en pensant à l'absence, la valeur du présent augmente. L'effet de cette pratique est direct. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui fonctionne, sur ce que nous avons et sur ce qui nous soutient, nous réduisons l'usure émotionnelle causée par l'obsession de ce qui manque. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est du réalisme lucide. Avec le temps, la gratitude stratégique cesse d'être une réaction occasionnelle et devient une lentille permanente. Nous en venons à trouver quelque chose à préserver même dans la perte, et une leçon utile même dans l'échec. Cela construit une résilience silencieuse, qui n'a pas besoin de discours pour se maintenir. Pratiquer la gratitude stratégique est un acte de résistance contre la mentalité qui ne voit que les défauts et les menaces. C'est décider quelles graines nous voulons planter dans notre esprit. Et ce faisant, non seulement nous percevons plus clairement nos bénédictions, mais nous devenons aussi capables d'être une bénédiction dans la vie des autres. Commente « Courage stoïcien ». Ainsi, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un like, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.